Alors bonjour, bienvenue à ce troisième entretien estival de quelques nuances d'auteurs de polar qui est consacré à des polaristes de la francophonie. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Pascal Chabot, qui est historien, géographe, romancier et je dirais passeur de mémoire. Bonjour Pascal, merci d'avoir accepté l'invitation. Bon matin, Michel, et merci à toi de m'avoir invité surtout. Alors, l'objectif est de connaître un peu davantage un auteur que dans la notice qui apparaît parfois en bas de quatrième de couverture, qui est souvent très résumé, et de découvrir comment je pourrais dire, le passé ou l'expérience d'un écrivain euh, se tra- a des impacts, influence nécessairement son écriture, ses choix de sujets. Et on va le voir aujourd'hui avec Pascal que c'est vraiment. À toi, Pascal, tu es originaire de Paris. Oui, Tu, es- oui, tu es oui. demeuré, tu as demeuré combien de temps à Paris? Je suis né à Paris, je suis Oui. parisien, on dirait pure souche, mais finalement, au bout de 25 ans, la vie parisienne, et même bien avant, la vie parisienne me convenait pas du tout, et j'avais de la famille et ma grand-mère en Auvergne, à 400 kilomètres de Paris, au milieu des montagnes et des volcans. Et j'ai voulu, à 25 ans, et on est partis tous les deux avec celle qui est devenue mon épouse, on est partis se réfugier en Auvergne, loin de la ville, loin de la grande ville, Oui, surtout. d'abord à Clermont-Ferrand, puis ensuite, Voilà. maintenant, tu demeures à Pouilloux, qui est un village tout près de Clermont-Ferrand. On voit sur la carte d'ailleurs, On est à une cinquantaine de kilomètres au sud de Clermont-Ferrand. C'est un tout petit hameau qui est inclus dans une commune de 100 habitants. Donc on est vraiment. Alors on n'est pas au milieu de nulle part parce que on a quand même quelques voisins, mais on est environné de bois, de pâture. De temps en temps, on voit des chevreuils qui se promènent, des traces de renards et ouais. on est, euh, on est dans un environnement qui est tout à fait propice à la sérénité et à l'écriture. Oui, puis c'est au pied d'un petit volcan, hein, le pied de Voilà, la Voiron, voilà. dont on voit une illustration actuellement à l'écran. Je disais tantôt que tu étais historien et géographe, mais ta carrière était une carrière d'enseignant, tu enseigné l'histoire. Mais bien avant que tu commences à enseigner, tu avais commencé un peu à écrire. Tu as écrit des nouvelles à la manière de René Barjavel. Qui était René Barjavel et quel genre de nouvelles tu écrivais à ce moment-là? Alors, Barjavel est un, un ancien auteur français de, j'allais dire, science-fiction. Alors, on dirait aujourd'hui, on parlerait un petit peu de dystopie. OK. Il a publié son premier roman pendant la Seconde Guerre, il s'appelait Ravage. Ouais. Et il racontait comment, dans un monde futur qui ne situait pas, comment euh, tout d'un coup l'électricité disparaissait et tout ce qui faisait la modernité du monde, qui était un peu notre monde. Il exagérait pas tant que ça finalement. Comment tout d'un coup les hommes se retrouvaient avec rien à devoir labourer à la main, se déplacer à pied ou à cheval quand ils pouvaient en trouver en charrette. Et petit à petit, il y a une troupe de quelques personnes qui doit quitter. Alors, si mes souvenirs sont bons, ils sont à Paris et ils se déplacent jusque dans le sud de la France pour créer une petite communauté. Et au fur et à mesure qu'ils traversent le pays, Barjavel décrit un monde de catastrophes qui, des fois, est pas tellement éloigné de ce qu'on vit en ce moment un petit peu partout, entre les incendies, les destructions, la chaleur. Je crois bien me rappeler que il était question d'un climat qui était déréglé déjà. Ah bon, déjà. Oui. Et ça te donnait des idées pour écrire, commencer à écrire. Oui, alors moi je m'étais fait des idées. Je m'étais dit tiens, bah finalement, si moi aussi j'écrivais, alors j'avais écrit une petite nouvelle euh, qui racontait un petit peu ça, un dérèglement climatique. Et
en hommage à quelqu'un dont on parlera sûrement, je l'avais appelé Le temps qu'il fait sur mon pays. OK. Déjà. Déjà, déjà. Adolescent ou jeune enfant, est-ce que tu t'intéressais déjà à la lecture? Oui, beaucoup. Oui. Beaucoup? La lecture, ça a été très tôt un moyen d'évasion, un moyen de découverte, euh, de m'échapper un petit peu du quotidien. J'ai lu, alors là c'est un vieux souvenir aussi, mais euh, lors d'un voyage en Irlande, d'un échange qui s'était très très mal passé, j'avais découvert une librairie française euh, qui vendait Jules Verne en poche et j'ai lu tout Jules Verne Ah en ouais. 15 jours. J'ai lu, alors tout, peut-être pas, mais j'ai bien dû revenir à Paris avec une trentaine de livres de Jules Verne dans ma valise. Ah ouais, Et ça a été c'était extraordinaire. tout à fait. J'ai lu dans des notes biographiques qu'adolescent, tu passais plus de temps au cinéma que d'essayer d'apprendre des cours d'algèbre. C'était quoi tes films préférés à ce moment-là? Les souvenirs de ces films des années 75, alors Les Trois Jours du Condor, Ouais, par exemple, dans un style plus léger avec des amis, on allait régulièrement voir Les Aventures de la Panthère Rose avec Peter Sellers. ouais. Euh, voilà, aujourd'hui tous les films qui sont nos classiques en fait. Oui, c'est vrai que j'allais beaucoup au cinéma. Puis, à un moment donné, tu as étudié en histoire et là, tu as découvert le plaisir de faire de la recherche, de faire de la recherche sur des histoires individuelles, hein, parce que c'est quelque chose qui va vraiment influencer ton écriture par la suite, là. Et tu t'es intéressé à un personnage qui s'appelle Pierre Tilonbois de Valleuil, qui était garde-marteau des forêts du comté d'Évreux, qui était chargé d'appliquer le code forestier de Colbert. Qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant chez ce Pierre Tilonbois de Valleuil? Ah là là, alors ça, oui, donc tu as fait vraiment une recherche approfondie sur sur ma carrière d'historien. Euh, alors, bah, tu vois, j'avais pas encore quitté Paris à l'époque parce que j'étudiais à la Sorbonne, OK. mais je m'étais toujours intéressé à l'environnement, à la nature, et en cherchant un sujet de maîtrise, je m'étais dit, bah, tiens, pourquoi pas les forêts? Et à côté d'une maison qu'avaient mes parents à côté de la petite ville d'Évreux, j'ai découvert qu'il y avait le comté d'Évreux et que ce comté d'Évreux avait possédé, enfin le comte d'Évreux possédait des milliers d'hectares de forêt. Ils avaient plus, si mes souvenirs sont bons, plus de 20 000 hectares de forêt qui étaient administrés par un officier qu'on appelait à l'époque le garde-marteau. Et j'ai travaillé ma maîtrise essentiellement et en grande partie grâce à la correspondance et aux lettres que Valleuil a écrit. Alors, il parcourait, là aussi, ça faisait vivre des moments extraordinaires parce que euh, il, euh, il parcourait des kilomètres à cheval pour aller d'une forêt à l'autre parce qu'elles étaient réparties sur plusieurs massifs, hein. Il y avait trois grands massifs, si mes souvenirs sont bons. Et donc, il partait pour décider les coupes qu'il fallait faire, l'entretien. Et c'était un monde que je découvrais parce que comme quand on est étudiant, on connaît pas bien ce qui nous entoure. Et moi, ça m'a permis ensuite de découvrir ce qu'était l'exploitation forestière en général et celle du XVIIIe siècle qui était aussi extraordinaire puisque euh, alors c'était quelques dizaines d'années avant, hein, puisque le code forestier de Colbert, il date de 1669. Mais l'idée de Colbert, c'était extraordinaire, c'était de produire des bois pour que, arrivé à maturité 200 ans plus tard, il puisse fournir des navires pour la marine royale.
Tout à fait, ouais. Et ce qui est extraordinaire, c'est que 200 ans plus tard, ça faisait 1869, et on n'avait plus besoin de bois pour la marine. Ouais. Ouais. Et ça permet ça te permettait en fait de faire une approche très intimiste d'un personnage dans l'action. Oui, et puis de l'imaginer, parce que ces rapports étaient toujours factuels, hein, et vraiment, Ouais. c'était très administratif. Mais bon, de temps en temps, quand il écrivait, quand il notait d'où il écrivait, où il était, ben, on voyait qu'il était à 20 kilomètres, 30 kilomètres de chez lui, et que bon, ben, il avait travaillé sur euh, bon, cet homme-là, enfin comme tous les hommes qu'on croise, mais il avait une vie. Et ce qu'il écrivait ne permettait pas de la découvrir. Donc j'ai essayé de l'imaginer un petit peu Ouais. parcourir les forêts à cheval avec un subordonné quelconque. Enfin, Ouais. c'était un grand moment. Ouais. Et tu es devenu professeur certifié d'histoire et de géographie. Combinaison des deux, parce que les deux sont complémentaires, dans le fond, l'histoire et la géographie. Qu'est-ce qui te plaisait davantage, l'histoire ou la géographie? Alors j'ai commencé par être vraiment historien, puisque j'ai fait de la recherche en histoire pendant longtemps. Et puis, au fur et à mesure de mes années d'enseignement, d'abord, je me suis rendu compte que l'histoire et la géographie, c'était vraiment deux disciplines qui méritaient d'être liées parce elles étaient extrêmement complémentaires. Tout à fait. Et petit à petit, alors je suis pas devenu géographe, mais j'ai essayé d'apporter à mes élèves une approche différente de la géographie. Alors, je sais pas comment, enfin, quand j'étais allé faire un échange avec le collège Saint-Maurice, j'avais vu un petit peu comment ça se passait, mais euh, en France, tu sais, la géographie, on l'enseignait beaucoup par apprendre les villes, les fleuves, les montagnes, où ça se situe, etc. Et puis petit à petit, bon, alors ça c'est très embêtant, euh, mais j'essayais d'expliquer à mes élèves que la géographie, on la vit au quotidien, qu'on va d'un endroit à l'autre, quand on découvre un paysage, quand on essaie de le comprendre, quand on essaie Ouais, de comprendre comment les hommes habitent et transforment ce paysage, on fait de la géographie. Et on fait de l'histoire, ben forcément, parce que un paysage raconte lui aussi une histoire. tout à fait. Et tu as enseigné pendant 40 ans. C'était à quel niveau? Alors j'ai tout fait, ce qui correspond alors chez nous au collège, c'est-à-dire en gros entre 10 et 17 ans, 10 et 14 ans, et puis ensuite le lycée qui est donc les dernières années de l'adolescence et qui mène au baccalauréat. OK. Tu as rédigé ou tu as écrit une thèse qui était consacrée à la représentation de la mine et des mineurs au cinéma et à la télévision. Oui, Tu peux nous en parler un petit peu? oui. Alors je ne l'ai que rédigé et encore pas terminé parce que c'était un travail monumental que je pouvais pas assumer. Mais euh, là aussi, j'ai commencé dans les années où les mines fermaient, les mines de charbon fermaient en France. Et je m'étais toujours. Alors, mon père travaillait dans le cinéma, il travaillait pour une société dépendante de Gaumont. Et bon, alors, il voulait pas que je fasse du cinéma, mais malgré tout, il m'avait quand même un petit peu donné le virus. Et je me suis toujours intéressé et au cinéma et à la télévision. Et pas tellement, pas seulement ce qu'on voit devant, mais ce qui se passe derrière. Et moi, ce qui m'intéressait dans cette thèse sur la mine, c'était de montrer la représentation que l'on faisait des mineurs et au cinéma, alors dans des œuvres très anciennes, hein. La première adaptation de Germinal, ça c'est un grand moment de cinéma, la première adaptation de Germinal date de 1913. Ah ouais? Et elle a été tournée, c'est un des premiers films qui est tourné dans les lieux réels. C'est-à-dire que quand on voit les scènes de Germinal en 1913, enfin les scènes extérieures, hein, parce que l'intérieur c'est du décor, mais les scènes Ouais. extérieures, on a le décor que décrivait Zola Tout à quand fait. il a Ah ouais. écrit Germinal. Tout à fait, ouais. Ouais. Et bon, et puis alors ensuite, comment la télévision
à exploiter le filon de la mine, comment elle présentait les mineurs. Notamment, j'ai pas mal travaillé sur, ça c'est quelque chose que j'avais pas mal rédigé, mais sur les catastrophes, comment on représente les catastrophes minières à la télévision. Donc il y a des codes, il y a des stéréotypes que Ouais. j'essayais de mettre en avant. Ouais. Et il y avait une émission qui s'appelait Le Magazine mineur, c'était de documentaire sur la vie des mineurs, j'imagine. Alors, tu as co-réalisé un documentaire qui retrace l'histoire de cette émission-là avec les gens qui avaient produit cette émission-là à l'époque. C'était une aventure intéressante, ça, de Ah bah retracer c'était, l'histoire du magazine. bah, oui, c'était passionnant parce que ça a été la première émission régionale faite par la télévision française qui était diffusée dans le Nord, là où sont essentiellement les mines en France. Une, donc ça durait à peu près une demi-heure. C'était tous les samedis, si mes souvenirs sont bons. Et donc on montrait toujours le bon côté de la mine, Hein? évidemment. Oui. Euh, mais c- euh, les mines françaises, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, sont nationalisées, donc elles dépendent de l'État, et on se rendait compte de tout ce que faisaient ce qu'on appelait les houillères, hein, les charbonnages de France, pour garder ces mineurs. Parce que jusque dans les années 1960, les mineurs ont un rôle essentiel dans l'économie. La France est un des premiers producteurs de charbon européens, si ce n'est le premier d'ailleurs, et on a besoin des mineurs. Donc on fait tout pour les conserver, pour les garder, pour bien les traiter malgré tous les problèmes. Alors, il y avait des petites scénettes, des petits moments de magazine, bon, un petit moment en chanson, on allait visiter un endroit, on participait à la vie d'un mineur, on découvrait le nouveau matériel, mais ça a été ce magazine du mineur en lui-même a été une aventure passionnante. Tu mentionnais tantôt que tu as tout lu Jules Verne. Tu fais référence à Germinal, donc Émile Zola, c'est un auteur que tu aimais bien. Mais j'ai vu également que tu étais aussi un lecteur compulsif de Conan Doyle, d'Edgar Allan Poe. Donc là, on s'approche du monde du polar. Ce sont On des glisse auteurs petit. importants pour toi. Ah ben bien sûr, ah ben bien sûr. La, ma découverte. Alors ça a été successif. D'abord, j'ai dû commencer par Conan Doyle, où là, bon, je me disais, mais comment fait-il pour découvrir tout ça? Simplement, en regardant la main de quelqu'un, il est capable d'en faire la biographie. Euh, et puis, petit à petit, j'ai je me suis dirigé vers d'autres lectures. Et là aussi, la découverte d'Edgar Poe, ça a été un grand moment de la littérature. D'accord. Parlons maintenant de Pascal Chabot, auteur. Je pense que la première publication que tu as fait s'intitule Médias, pouvoir et société. Ça a été publié en 2008. Alors là, on est loin du roman polar. Et C'est publié chez Ellipse. Qu'est-ce que c'était que cet ouvrage? c'était un petit peu, c'était le moment où je préparais ma thèse sur les mineurs au cinéma et à la télévision. En plus d'enseigner l'histoire et la géographie, je faisais beaucoup d'éducation aux médias. Je faisais de la formation d'enseignants sur les médias et sur l'éducation aux médias et notamment sur l'utilisation de la télévision. Et euh, je sais plus à quelle occasion et comment. Les éditions Ellipse m'ont contacté en disant, bah voilà, on fait des petits bouquins de formation pour préparer au concours administratif. Est-ce que vous seriez intéressé pour faire un livre sur les médias? Donc voilà, j'ai fait ça. Bon, c'est pas un de mes meilleurs, ni un meilleur souvenir d'écriture parce que c'était un petit peu compliqué. Bon, mais voilà, je l'ai fait et c'était quand même intéressant de revenir un petit peu sur l'intérêt de découvrir les médias qui n'étaient pas ce qu'on est aujourd'hui à une époque où il n'y avait pas de réseaux sociaux, où il n'y avait pas une désinformation galopante Tout à partout. fait. Euh, c'était
finalement relativement tranquille d'enseigner les médias il y a 20 ans. 2008, oui, c'était il y a 18 ans. Et quand on voit le chemin parcouru, pas forcément dans le bon sens, mais je pense qu'aujourd'hui, faire de l'éducation aux médias, c'est très, très différent de ce que je pouvais faire autrefois. Ouais. Sur l'origine de l'information, décoder l'information, les fausses informations, les fake news de Trump, etc., etc. On n'avait pas ça. Donc on Ouais, pouvait critiquer la manière dont le reportage était fait, mais ça s'arrêtait là. tout à fait. Bon, ensuite, tu t'es lancé là, dans l'écriture de fiction, de romans, de polar historique. Ah, historique, on comprend, là, de par ta formation, je pense que ça s'imposait. Mais pourquoi avoir choisi le genre polar? Parce qu'on aurait pu écrire tout simplement des romans historiques dans lesquels il n'y a pas d'enquête. Oui, alors il y a une expression en France qu'on met des fois à toutes les sauces, mais pour la plagier, je dirais que le polar, c'est la vie. Parce que, alors, j'ai toujours beaucoup apprécié les polars, bon, mis à part les classiques dont on parlait tout à l'heure. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'il y ait une intrigue, qui est, j'allais dire, un début et une fin, et qu'une situation change au fur et à mesure du récit. Et puis, parce que ce genre du roman policier euh, donne envie de continuer à lire. Alors, on peut aussi aimer les romans contemporains qui apportent, mais je trouve que l'intrigue policière, déjà, ce que j'aime bien aussi, c'est trouver les moyens pour que le lecteur ne découvre pas là où on va. Ouais. Donc, ne pas toujours mettre les indices comme il faut, en mettre comme pour faire croire que le lecteur va pouvoir trouver, mais en fait, il trouvera pas, etc., etc., tu vois. Donc, Ça il devient y a un jeu. Ça devient un jeu pour le lecteur. ça devient un jeu, et puis il y a une construction qui est particulière. Ouais. Euh, on amène le lecteur où on veut qu'il aille, sans qu'il s'en rende compte. Et je trouve que Ouais. ce jeu, cette démarche, elle est amusante, elle est intéressante. Et de décrire d'écrire des récits qui s'intègrent dans une réalité, dans des faits historiques qui se sont effectivement déroulés. Et toi, tu as choisi la période du régime de Vichy. Donc, ton premier roman débute au début des années 40. Pourquoi avoir choisi cette thématique-là en particulier? Alors, pour les auditeurs et les spectateurs québécois, le régime de Vichy, c'est une période que la France a encore mal digérée. Parce que ce régime naît dans un moment très douloureux pour la France, alors pour l'Europe aussi, mais restons en France. C'est-à-dire que l'armée française, qui était considérée comme la première du monde, est battue à plate couture en 6 semaines, sans que l'on comprenne pourquoi. Et le régime politique de cette époque, c'est la Troisième République, qui est très ancienne à l'époque, hein, elle a 70 ans, elle est menacée notamment par l'extrême droite, qui est encore un petit peu royaliste. Et lorsque la France arrive dans ce mois de juin, juillet 1940, euh, plus personne ne sait quoi faire. Les hommes politiques sont totalement désemparés, on ne trouve plus aucune solution. Euh, les gouvernements, les présidents du Conseil, c'est-à-dire les premiers ministres, ne résistent pas à quelques jours parce que il y a plus de possibilité de voter des lois. Bon. Et après de multiples péripéties, le, le gouvernement, les partis politiques, les parlementaires, les députés, les sénateurs se retrouvent à Vichy. C'est le début du mois de juillet 1940.
OK. Et à ce moment-là, euh, la question se pose. Il y a deux camps qui s'opposent dans les partis politiques. Est-ce que on accepte la défaite ou est-ce qu'on continue le combat? D'où la résistance. Et il fallait décider ça très vite parce que les Allemands étaient, j'allais dire, ils étaient à nos portes. Enfin oui, ils étaient encore plus qu'à nos portes puisque le, euh, l'armée allemande descendait depuis la frontière belge, avait passé Paris, avait passé Orléans. Il y a des millions de personnes qui sont sur les routes parce qu'elles fuient les combats. Et à ce moment-là, on décide enfin non, c'est plus compliqué que ça. Mais il faut faire un vote. Il faut décider ce que la France va devenir. Et là, il y a une option qui est présentée, qui est soumise par Pierre Laval, qui est devenu le premier ministre de Pétain, en disant bah, de toute façon, il y a rien d'autre à faire que de donner à Pétain les pleins pouvoirs. Alors c'est un petit peu ce que souhaitait Laval parce qu'il voulait se venger d'une carrière politique difficile. Bon, là, on rentrerait dans les détails, mais sur les 500 et quelques parlementaires qui votent, il n'y en a que 80 qui refusent de donner les pleins pouvoirs à Pétain. Et à partir de là, le, ce gouvernement, alors Pétain, il a 80 ans, hein, Ah, c'est un vieux bonhomme, c'est un vieux ah, militaire, c'est pour les Français celui qu'on appelait le vainqueur de Verdun. Donc il a une aura absolument extraordinaire. Hein. Ce type-là, on ne peut que lui faire confiance et il va nous amener à la victoire. ah, Finalement, non. non. Mais c'est c'est toujours difficile ou facile de faire de l'histoire parce qu'on dit ah bah oui mais il aurait pu faire ceci, il aurait pu faire cela, il aurait pu décider autre chose. À 80 ans d'écart, on peut le faire. Mais à ce moment-là, il est apparu pour Pétain que la seule chose qu'il y avait à faire, c'était de collaborer avec l'Allemagne. OK. Alors d'abord, c'est une collaboration, je dirais, douce, hein, il y a pas grand-chose, la France s'est partagée en deux, il y a la partie nord qui est administrée par l'Allemagne, la partie sud par le gouvernement de Pétain, dont et la capitale est Vichy, et cette, cette ambiguïté qu'il y a dans les premières années du régime font que euh, personne n'est à l'abri d'une décision qui peut faire basculer sa vie. Dans les premières années, jusqu'à 1942, et ça a été long, hein, juillet 40, fin 1942, mais jusqu'à fin 1942, rien n'est vraiment décidé. Il n'y a pas vraiment de résistants. Alors, il y a beaucoup d'intellectuels qui s'opposent aux décisions, mais il n'y a pas encore les résistants armés, tu sais, qu'on peut voir dans certains films avec des fusils Ah parachutés de ouais. Londres, etc. Il y a rien de tout ça. Et moi, ce qui m'a intéressé dans cette période-là, justement, c'est de montrer que euh, personne ne savait s'il faisait le bon choix. Aujourd'hui, c'est facile de dire, ah bah oui, mais les résistants, ils avaient raison. Ouais, mais c'était pas si évident que ça Ah, en ah. 1941. Et collaborer, mais collaborer, ça pouvait être simplement travailler au gouvernement, tu vois, c'était pas seulement dénoncer des juifs ou dénoncer son voisin. Ouais. Et collaborer, ben, ça pouvait être aussi un moyen de survie à cette époque. Ouais, c'est, ouais. Donc, euh, c'est, cette période du régime de Vichy, c'était pas la période que j'aimais particulièrement enseigner. OK. Ah Mais, oui? mais, mais justement, je la trouvais intéressante à cause de ça. Difficile d'expliquer à des élèves tout ce que je viens de te dire.
Euh, quand des élèves disaient, bah oui, mais finalement, les résistants, c'était des gentils. Ben, c'est eux qui ont gagné. Mais moi, je me suis rendu compte, et puis bon, j'en ai trouvé quelques-uns, je pense, dans mes romans, il y a quand même des résistants qui étaient des beaux salauds. Ah ouais, ah ouais. Et donc, Comme dans la société en général. Hein, tout à fait. absolument. Mais ça veut dire que le manichéisme, qui est toujours très facile et qu'on a tendance à balancer un petit peu pendant les cours, eh ben, au quotidien, c'est pas possible. Et Ah. c'est ça qui est intéressant, je trouve. Et pour la rédaction de ces romans-là, j'ai vu que tu avais consacré à peu près 6 années de recherche là, pour te documenter davantage, quoique tu connaissais passablement cette portion d'histoire. Et tu as créé un ensemble de personnages, certains personnages qui évoluent dans cette réalité-là. Mais avant de parler des personnages, quelle clientèle est intéressée par tes romans? Est-ce que c'est surtout des lectrices ou des lecteurs? Comment que tu peux évaluer? Parce qu'on dit souvent que les hommes ne lisent pas beaucoup de romans, mais quand ce sont des romans historiques, est-ce que ça les intéresse davantage? Oh, je dirais que c'est à peu près égal. Ah ouais? Par rapport à ce que je rencontre au moment des dédicaces, j'ai à peu près autant de lecteurs que de lectrices Ah ouais. qui peuvent être intéressés. Les questions sont pas toujours les mêmes. Ouais. Les, les centres d'intérêt euh, se portent peut-être parfois plus sur les personnages ou parfois sur les événements, mais en gros, oui, je dirais que c'est à peu près équivalent. OK. Alors, il y a beaucoup de personnages dans tes romans. J'aimerais qu'on en parle de quelques-uns. On va commencer par Joseph Dumont. D'où est venue cette idée de créer ce personnage central de tes 4 romans? Alors, Et Joseph, pourquoi et j'irais aussi, pourquoi l'avoir appelé Joseph Dumont? alors, il y a plein de choses. Alors, déjà, la naissance de Joseph s'est faite, n'a pas été facile. L'accouchement a été long parce que, euh, justement, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, je voulais pas faire un personnage qui savait exactement où il allait et qui, dès le mois de juillet 1940, disait, moi, je vais résister. Ouais, Un inspecteur de police est obligé de d'obéir aux ordres. tout à fait. Mais bon, Joseph, il est humaniste. Tout Et à fait. dans les décisions qui sont prises dès l'été 40 dans la première enquête, en mort d'un sénateur, ben, il se rend compte qu'il y a des choses qui vont pas, qui lui plaisent pas. Euh, bon, déjà, le premier entretien qu'il a avec Pierre Laval se passe pas bien du tout et il trouve que Laval est un type insupportable. Donc déjà, ça le pousse un petit peu vers autre chose. Et puis, ce qu'il fait basculer, Joseph, c'est lorsque, en octobre 1940, il retourne à Paris. Il y est allé une première fois pour son enquête et il y retourne une seconde fois. Et là, il voit déjà qu'en quelques mois, la situation a changé, que les Parisiens ont faim, que ils sont maltraités, que on peut pas s'amuser à dire des choses contre les Allemands parce que s'ils entendent, on se fait arrêter, etc., etc. Et ça, petit à petit, ça le fait tourner vers une autre voie. Donc, il ne résiste pas dans le sens où il ne s'engage pas tout de suite, mais il va profiter de son activité de commissaire pour euh, voir un petit peu comment il peut lutter contre le régime. Voilà. Et tu as créé également un autre personnage qui s'appelle Albertine Rossignol. C'est une femme dans la résistance. Je pense que c'était important. Tu voulais mettre vraiment en évidence le rôle de certaines femmes dans ce mouvement. Oui. Et là, on en parle de plus en plus. Et c'est vraiment, bon, à la suite des recherches et de tout ce que j'ai pu lire, mais le rôle des femmes, l'importance des femmes dans la résistance, il a été très mis en valeur
pendant la guerre, où là, elles étaient absolument indispensables parce que on se méfie un petit peu moins d'elles, parce que elles pouvaient transporter des messages, elles pouvaient servir d'agents de liaison, et après, beaucoup ont été totalement écartés des grandes cérémonies. Ah Et ouais. justement, le personnage d'Albertine, il est pour moi très important parce que elle fait vraiment partie de ces héroïnes jusqu'au bout qui qui était prête à tout, malgré sa vie privée, malgré son enfant. Elle avait une mission à réaliser et cette mission, elle la réalise jusqu'au bout, en sachant que bon, elle est ce qu'on appelle pianiste. Hein, elle est chargée d'envoyer des messages à Londres par radio, en, en Morse. Et les Allemands et la police française avaient des moyens très efficaces pour repérer d'où venaient les messages. Et l'espérance de vie de ces pianistes en mission, elle était en général de 6 mois. Ah ouais. Et elle le savait. Et Ah ouais. lorsque ces femmes partaient, étaient parachutées ou allaient en mission, elles savaient que elles avaient une chance sur 10 sur 20 de survivre. Ah ouais. Et je pense que vraiment il fallait... ben, ça m'est apparu dans le deuxième épisode, dans Tuer Pétain, ça m'est apparu absolument évident qu'Albertine devait jouer un rôle important. Dans les romans policiers, il y a toujours le rôle de police scientifique, si on veut, là. Et tu as créé un personnage qui s'appelle Nestor Bondy, qui est un bon ami de Joseph Dumont, qui est responsable de la police scientifique. Comment on procédait donc à l'époque avec les moyens qu'on avait été? Ben, la police scientifique, elle a été inventée par... enfin bon, il y en a eu d'autres, mais en tout cas, quelqu'un de très connu, c'est Edmond Locard, qui a créé dans les années 20 la criminalistique. Et il a été le premier à ouvrir un laboratoire de police scientifique à Lyon, en utilisant ben, tout ce qui nous paraît aujourd'hui, lecteurs ou spectateurs de séries policières, ça nous paraît absolument évident, mais c'est lui qui a commencé à faire des relevés d'empreintes, pas seulement d'empreintes digitales, parce que ça existait déjà, mais les empreintes de pied, les traces de sang, la manière dont le sang pouvait être projeté quelque part, euh, la poussière que l'assassin pouvait transporter, l'analyse des pollens qui est importante dans Mort d'un sénateur. Et cette police scientifique a d'énormes moyens dans les années 20 et 30. Cette police, elle a été créée par Clémenceau avant la Première Guerre mondiale, c'est ce qu'on appelait les brigades du Tigre, où on donnait aux officiers de police des moyens extraordinaires, l'utilisation de la photographie. Par exemple, alors qu'avant ça se faisait pas du tout, ben voilà, on photographie une scène de crime pour savoir exactement où sont les objets, où est le corps, etc., etc. Et puis, après la Seconde Guerre, à cause d'une erreur d'analyse, Locard est mis de côté, et la police scientifique est totalement rejetée des enquêtes policières pendant une bonne trentaine d'années. Et elle ne revient qu'après dans les années 70 ou 1980. Et toutes les analyses que fait Nestor dans les différents romans sont tout à fait réelles. Hein. Bon, alors il a le petit côté, comment dire, euh, le petit côté burlesque en plus, mais c'est vraiment un scientifique. Oui, tout à fait. Et le quatrième personnage, on va seulement le mentionner, mais on le découvrira davantage un peu plus tard dans l'entretien. C'est Erwan Le Bihan, qui est avec un personnage qui a un lien avec le Québec, mais on en parle tout à l'heure si tu veux bien. D'accord. Euh, alors, on va, ces personnages-là, on les retrouve dans 4 romans. Le premier a été publié en 2018, réédité en 2022, s'intitule Mort d'un sénateur.
Je vais lire le résumé de l'histoire, puis j'aimerais que tu complètes. Alors, cette histoire-là, elle se déroule en 1940. Le 10 juillet 1940, l'Assemblée nationale accorde les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. 2 jours plus tard, le corps du sénateur Étienne Ferrand est découvert dans une chambre d'hôtel de la capitale auvergnate. Adversaire de Pierre Laval, le sénateur était un farouche opposant du nouvel État français. L'inspecteur Joseph Dumont doit enquêter dans ce contexte difficile entre Clermont, Vichy et Paris. Il découvre les intrigues politiques et politiciennes qui ont entouré la naissance du régime de Vichy. D'abord, Étienne Ferrand, est-ce qu'il a vraiment existé ou c'est un personnage fictif? Non, c'est un personnage fictif. Je me suis inspiré de pas mal d'hommes politiques français qui auraient pu être comme lui. Alors, il est un petit peu plus qu'il ne pourrait être, mais euh, je me suis beaucoup inspiré pour créer son personnage et son goût du combat politique de l'ancien ministre de l'Intérieur du Front populaire qui s'appelait Marx Dormoy, euh, qui euh, qui a lutté, qui s'est battu contre les ligues d'extrême droite, hein, dont je parlais tout à l'heure, et qui a été assassiné en 1941 par justement cette extrême droite qui était revenu au pouvoir avec Pétain. Donc c'est un personnage fictif, mais qui rassemble un petit peu tout, toutes les convictions républicaines qu'on pouvait avoir à l'époque. OK. Et Joseph Dumont, là-dedans, il découvre à peu près quoi sans trop dévoiler l'histoire? Alors, bah, il découvre, comme on le fait toujours dans une enquête policière, que l'assassin n'est pas celui qu'on croit Bon, déjà. et que euh, cette première enquête, elle lui fait découvrir l'arrière du pouvoir et comment, petit à petit, les manipulations politiques peuvent amener à certaines, à certaines décisions, à certaines découvertes. Et alors, on me dit beaucoup que entre Mort d'un sénateur et le dernier, là, qui va sortir bientôt, euh, j'ai évolué et que dans Mort d'un sénateur, je suis très historien et que dans le dernier, je suis beaucoup plus romancier. OK. Et je veux dire par là que j'ai voulu, dans Mort d'un sénateur, mettre des marqueurs de la période. OK. Je voulais absolument faire découvrir au lecteur certains aspects. Et tu avais déjà en tête une série à ce moment-là. Un tout petit peu, un tout OK. petit peu, mais c'est pour ça que je fais commencer en 40. OK. Parce que je m'étais dit, euh, en commençant avec la naissance du régime de Vichy, je pourrais faire, alors pour le moment je suis en train de m'attacher à ça, une enquête par an en choisissant un moment particulier d'une année Mhm. pour expliquer le contexte et pour découvrir et pour faire une enquête policière différente. Ouais. Et Sur déjà, dans le premier tome, si on peut s'exprimer ainsi, il y a une description du vécu des gens, du quotidien aussi, qui accompagne cette enquête-là. Donc, il y a le contexte politique, mais également le contexte socio-économique sur- des Français qui subissent, en fin de compte, les impacts de la guerre. Oui, et puis et là aussi, enfin, c'est ce que j'ai montré au fur et à mesure, c'est que en 1940, on n'est pas très bien, on n'est pas à l'aise, mais finalement, ça se passe encore pas trop mal. Le rationnement, par exemple, qui a obsédé les Français pendant les 4 ans de guerre, le rationnement en 1940, il est douloureux, mais il est encore supportable. Tu te rends compte que en 1943, si mes souvenirs sont bons, on a droit à 60 grammes de viande par semaine. Ouais, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Et voilà ce que c'est ça que je veux essayer de mettre dans l'esprit des gens, de se rendre compte que notre société d'aujourd'hui, c'est une telle société d'abondance que on finit par plus s'en rendre compte. Oui, tout à fait. 4 ans plus tard, donc en 2022, réédité en 2024, tu es Pétain.
Le 11 novembre 1941, donc on se retrouve donc l'année suivante, le maréchal Pétain échappe de justesse à un attentat à Clermont-Ferrand. Sa disparition entraînerait la mise sous tutelle du pays par l'Allemagne. Chargé de l'enquête, encore une fois, Joseph Dumont doit aussi découvrir qui a tué un pharmacien à la réputation sulfureuse. Au moment où le régime de Vichy doit faire face aux premiers attentats contre l'occupant allemand, les enjeux politiques de l'enquête obligent le jeune inspecteur à une extrême prudence. D'ailleurs, le jeune inspecteur, il a quel âge en Il a eu une 1941? trentaine d'années. Il a eu une Trentaine trentaine d'années. d'années. Trentaine d'années. Alors, est-ce que le maréchal Pétain a échappé effectivement à une des tentatives d'assassinat? Alors, c'est la seule entorse que je fais à l'histoire, parce que Pétain n'a jamais été la cible d'un attentat. Même pour les résistants, parce que déjà, fin 41, la résistance commence à se mettre un petit peu en ordre de marche, mais même pour les résistants, il n'était pas envisageable d'attenter à la vie de Pétain. Ah oui. Parce que il était, c'est ce que tu as lu dans ton résumé, c'est que si Pétain disparaissait, il n'y avait plus personne pour empêcher l'Allemagne de prendre le pouvoir et de transformer la France comme elle l'avait fait pour la Pologne ou la Tchécoslovaquie. Donc c'est la seule entorse que je fais à l'histoire en imaginant un attentat. OK. Et ce pharmacien sulfureux, à réputation sulfureuse, qui était-il? Ah, alors c'est un abominable personnage, c'est un salaud dont tout le monde pouvait avoir envie de le voir disparaître. Euh, et bah, là aussi, je voulais mettre en scène, si je peux dire, un personnage pour euh, une victime d'un meurtre dont on se rend compte que finalement, euh, on peut, comment dire, toutes les victimes ne sont pas forcément des gens très sympathiques. Et Mhm. que ce type-là, il y avait quand même beaucoup de raisons. La liste des suspects est très longue. Donc, qui est-ce qui a pu le tuer et pourquoi? Et en fait, bon, bah, là aussi, on se rend compte que il n'a pas été assassiné à cause de ce que l'on pouvait supposer au début. Toujours les fausses pistes dont on parlait tout à l'heure. Oui, tout à fait. Alors, 2 ans plus tard, parce que là, tu as accéléré le rythme d'écriture, on est Ah oui, passé de 4 ans à 2 ans. Le troisième tome, intitulé La guerre et le crime, No Pasaran, qui était le titre de c'était le titre départ, je d'origine, pense, oui, c'était le titre d'origine, et d'origine. qui est en lien donc avec la guerre d'Espagne. Alors là, on se retrouve en 1942, donc encore une année plus tard, Saint-Germain-des-Fossés, Alliés, février 1942. Le corps du journaliste britannique John McNee est retrouvé dans un wagon de marchandises à destination de l'Allemagne. Au même moment, 2 journalistes de la montagne qui font passer des informations à la BBC, interdites en France, sont séquestrés. Tous trois ouvraient le procès de Riom, qui juge les responsables de la défaite de juin 1940. Procès sur haute tension où le régime de Vichy joue sa survie face à une Allemagne qui pousse au retour de Pierre Laval pour une collaboration plus efficace. Le commissaire Joseph Dumont, aidé de Nestor Bondy, responsable de la police scientifique de Clermont, plonge à nouveau dans les aspects les plus sombres de l'âme humaine, tandis que sa sœur, Irène, apprend la vérité sur le père de son fils, républicain espagnol, et découvre les atrocités commises pendant la guerre d'Espagne. Alors là, il y a pas mal d'éléments dans ce roman. J'imagine, d'abord, dans un premier temps, j'imagine que le Britannique John McNee n'a jamais existé, Absolument. absolument. Et j'aimerais que tu nous parles aussi de ce fameux procès de Riom. Je pense que c'est quelque chose qui n'est pas vraiment connu ici au Québec Non, et en France non plus. aussi. Je me suis rendu compte en rencontrant des lecteurs au moment de dédicace, je leur parle du procès d'Orient. Ah bon, mais qu'est-ce que c'est ce procès d'Orient? Alors, en deux mots, parce que sinon ça nous emmènerait très loin, dès son arrivée au pouvoir, Pétain refuse l'idée qu'il peut être responsable de la défaite, parce que les militaires ne peuvent pas être responsables, les militaires français ne peuvent pas être responsables d'une défaite. Donc ce sont forcément des politiques. Ce sont forcément des politiques qui lui sont opposés, donc des hommes politiques de gauche, donc les hommes du Front populaire. OK. Et il met en place
une cour suprême, ça s'appelle une cour de justice exceptionnelle, destinée à juger les coupables. Donc c'est ce qu'il dit dès le début, on va pas juger des suspects, on juge des coupables. Donc comme ça au moins, il y avait la moitié du boulot qui était fait. Et donc ce procès d'Orion s'ouvre. Alors il était en zone non occupée, donc au sud. Riom, c'est une petite ville, c'est là où se trouve la cour d'assises du Puy-de-Dôme. C'est à une dizaine de kilomètres au nord de Clermont-Ferrand. C'est ce qu'on appelle une ville de robe. Ça a toujours été, depuis le XVIe siècle, une ville de magistrats. Donc le procès d'Orion s'ouvre avec beaucoup de tapage, de publicité médiatique pour l'époque. Il y a, je sais plus combien, je crois qu'il y a 80 journalistes étrangers qui sont invités, même du Japon, Ah ouais. tu vois, pour voir, parce que enfin, on va comprendre pourquoi la France a perdu la guerre et on va pouvoir juger les responsables. Et alors là, ce qui est extraordinaire, c'est que au fur et à mesure que se déroulent les débats, les principaux accusés, qui sont Léon Blum, qui a été le patron du Front populaire, et Édouard Daladier aussi, un autre ministre, se défendent tellement bien que l'accusation est de plus en plus à court d'arguments, se rend compte, et là c'est tout à l'honneur des magistrats, se rend compte que finalement ces accusations ne tiennent pas, et que petit à petit, on parle de moins en moins du procès dans les journaux, il n'y a plus vraiment de compte rendu, etc. Et on apprend au mois d'avril 1942 que le procès de Riom est ajourné pour complément d'enquête. En fait, on n'en a plus jamais reparlé, on l'a mis Non. sous le tapis, mais malgré tout, Blum et Daladier ont été emprisonnés dans un centre de détention dans les Pyrénées. On n'a plus entendu parler d'eux pendant la guerre. Bon, ils en sont revenus après, mais là aussi, tu vois, ce procès d'Orion, c'est vraiment un moment intéressant de notre histoire parce qu'il n'est pas connu et parce que ça a très fortement déstabilisé le régime de Vichy. Tout à fait. C'était en fait un pétard mouillé dans le fond de toutes ces Complètement. Ah, accusations-là. complètement. Ah Ça oui, n'aboutit absolument. absolument à rien. Ouais. Oui, oui, Et le fait, absolument. oui, oui. Et le fait d'intégrer la guerre d'Espagne dans ce roman. Alors, là, je crois qu'il faudrait une très longue séance de psychanalyse pour que je comprenne exactement pourquoi. Non, il y a quelque chose dans ma famille maternelle autour de la guerre d'Espagne que je n'ai jamais vraiment euh, connu, dont on m'a jamais parlé, mais il y a quelque chose. Ça, c'est, bon, comment dire, l'explication intime et personnelle, mais il y a aussi le fait que la guerre d'Espagne est un moment de l'histoire européenne qui est très très mal connu, et bah, là aussi, c'est un petit peu mon côté historien qui ressort, où je me suis dit, je ne peux pas ne pas, il faut que j'en parle. Ouais. Et déjà, dans le premier épisode en Mort d'un sénateur, Irène, la sœur de Joseph, est avec son fils, dont on sait qu'il est le fils d'un républicain espagnol. Donc je devais quand même quelque part avoir en tête l'idée que j'y reviendrai un jour. Une guerre civile qui déchire l'Espagne entre les franquistes d'extrême droite nationaliste et les républicains. Je ne sais plus combien il y a eu de millions de morts, ça a été absolument abominable. Et le franquisme est soutenu par les dictatures italiennes et allemandes. C'est pendant la guerre d'Espagne que se déroule le bombardement de la petite ville de Guernica, dont Ouais. Picasso a fait un tableau très connu. Et elle se termine, cette guerre civile, par la victoire de Franco, qui a mis l'Espagne sous dictature jusqu'à sa mort en 1975. Là aussi, une page d'histoire qui est méconnue. Il y a le camp de Gurs, Et espagnol, oui. les prisonniers et c'est pour ça que Irène, d'ailleurs, Oui. se rend dans la région. Et alors ça, c'est dans les petits côtés d'écriture, c'est moi ce que j'aime bien, c'est avoir tous les éléments historiques et puis ensuite voir comment je peux relier mes personnages à ces lieux ou à ces moments historiques et faire aller
Irène de Clermont à Gurs. Alors, et puis le retour. Donc, j'ai trouvé sur Internet un indicateur des chemins de fer français de cette époque pour voir comment elle pouvait, Ben, c'est rare. par correspondance, voir et combien de temps elle mettait pour Ouais. faire. Ça, c'est le petit. Donc, tous les horaires de train sont vrais. Je Ouais. tiens à le préciser. Ouais. Et moi, j'ai trouvé sur Internet une affiche où ici se trouvait le camp d'internement français de Gurs, où furent internés 23 000 combattants républicains espagnols, 7 000 volontaires des brigades internationales, 120 patriotes et résistants français, 12 860 juifs immigrés internés en mai et juin 1940, 6 500 juifs allemands du pays de Bade et 12 000 juifs arrêtés sur le sol de France par Vichy. Oui, c'est terrible. Et alors aujourd'hui, du camp de Gurs, il ne reste absolument plus rien. Enfin, on a évidemment très vite démoli tous les Ouais. baraquements, mais je crois bien qu'il reste encore un musée ou un centre de mémoire. OK. Et on arrive au quatrième tome, que j'ai eu le privilège de lire le manuscrit avant publication, qui devrait être publié en 2026. Je comprends par un petit message qui est passé sur Internet. Je pense que tu as trouvé un éditeur. Ah, Le ça, titre, c'est peut-être un titre provisoire, je sais trop, entre ici Jean Moulin. Euh, en 19 L'histoire se passe en 1943, mais également en 1964. Et ça, j'ai trouvé ça fort intéressant. Entre ici Jean Moulin avec ton terrible cortège. Ça, c'était la formule qui a été prononcée à la fin d'une allocution d'une vingtaine de minutes qu'avait fait André Malraux, l'un des plus célèbres de la Ve République. Plus qu'une cérémonie d'hommage, le transfert des cendres de Jean Moulin au Panthéon marque la réhabilitation du héros de guerre, présenté comme l'unificateur de la résistance française. Sans cette cérémonie, combien d'enfants de France sauraient son nom? S'interroge Malraux dès le début de son discours. Jean Moulin a été quelque peu oublié après la guerre, comme le rappelait son secrétaire Daniel Cordier au Parisien en 2014, la faute des querelles de certains chefs de la résistance. Donc, Jean Moulin est un personnage qui est connu. Je pense qu'il est connu ici également, mais peut-être pas tous les détails de cette histoire, de la trahison qui a amené à son assassinat. Euh, donc, pour toi, c'était important. C'était l'événement important de 1943 et de se projeter ensuite en 1964 pour voir comment a évolué l'histoire en question. oui, parce que bon, c'est vrai que l'ambiance de 1943, hein, on le voit bien au fur et à mesure que le temps passe, ça devient de plus en plus difficile, de plus en plus lourd en France. Et l'arrestation de Jean Moulin, c'est un basculement dans l'histoire de la résistance. Et je me suis très longtemps demandé comment je pourrais faire, parce que évidemment, on ne change pas l'histoire, mais je voulais montrer comment. Alors, tu as parlé de trahison, et il y en a certainement eu une, mais on ne sait toujours pas comment et par qui. Le principal suspect a été innocenté à la suite de deux procès en 1946 et en 1950. Par contre, ce que j'ai essayé de montrer, et c'est pas facile, on est encore en train de retravailler sur le manuscrit là avant de le passer à l'éditeur, ce que j'ai essayé de montrer, c'est la succession d'imprudences et d'erreurs qui ont été faites. Et donc Jean Moulin devait, donc pour les auditeurs québécois, Jean Moulin était l'envoyé du général de Gaulle en France depuis 1942 et il avait pour mission d'unifier tous les mouvements de résistance en France, des communistes aux catholiques, etc., etc. Et c'était pas facile parce que chacun voulait garder un petit Ouais. peu son précaré. Et en juin 1943, le 21 juin, il se sait menacé, il se sait poursuivi, et il organise une réunion dans la banlieue de Lyon, dans une petite ville qui s'appelle Caluire, où il réunit les principaux chefs des mouvements de résistance. Et avant même que commence cette réunion,
la Gestapo dirigée par Klaus Barbie, qui était le chef de la Gestapo de Lyon, investit la maison et arrête tout le monde. Et là, c'est un coup de filet extraordinaire pour la Gestapo, qui ne sait pas encore qu'elle a arrêté Jean Moulin. Ah, ah. Elle ne le sait que 2 ou 3 jours après. Mais bon, à la suite de torture, finalement, je crois bien me rappeler que c'est ou c'est lui qui avoue, enfin, bon, qui dit, voilà, je suis Jean Moulin. Et à la lecture de tous les témoignages que j'ai pu regarder, c'est extraordinaire qu'une réunion comme ça ait eu lieu avec autant de gens qui soient au courant, dans une maison. Alors, je suis allé la visiter. Maintenant, c'est un musée, c'est un mémorial Jean Moulin. Ouais, j'imagine. Mais, enfin, je crois bien que, je sais plus si c'est Joseph qui le dit ou Le Bihan, mais on aurait voulu faire une souricière à cet endroit, on s'y prendrait pas autrement. Il y a, il y a une petite porte de sortie qui donne sur une place et il y a un petit truc derrière qui donne sur un jardin fermé. Et donc, bien sûr, il y a certainement eu un traître, mais il y a eu aussi des responsables qui n'ont pas fait ce qu'il fallait, certainement. Et Jean Moulin, pas Jean Moulin, mais ton inspecteur, ton commissaire est coincé dans cette Et oui, rencontre inappropriée. parce que c'est ce que j'essaie de faire, tu vois, le quotidien de chacun est pris dans l'histoire sans pouvoir, et ça, je trouve que c'est très important, sans pouvoir la modifier. Hein, Joseph, il est pris dedans parce qu'il voudrait essayer de faire quelque chose, mais d'abord, il sait pas bien quoi, parce que il n'a pas toutes les données en main. Et puis, ben voilà, il est pris dedans et il est arrêté. Et, voilà. Mais on ne change pas le cours de l'histoire. Ça, c'est vraiment une chose que je me suis toujours refusé à faire. Et cette idée de faire la projection ensuite en 1964, Parce que je voulais faire quelque chose d'un petit peu plus léger. Je trouve est-ce que, que ça, d'une part, est-ce que ça annonce la fin de la série? ah non, pas du tout. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Non, non, On non, pourra revenir en arrière. non, non, on peut revenir en arrière. Oui, Euh, non, bon, d'abord, il y avait ces deux dates, 1943, l'arrestation, puis 1964, le discours de Malraux et la panthéonisation de Jean Moulin. Donc, je trouvais intéressant de revenir là-dessus. Je voulais montrer un petit peu autre chose que la guerre dans un de mes livres, parce que bon, c'est lourd. Moi, je trouve que cette partie 1943, elle est très pesante, elle est douloureuse. Donc, je voulais sortir un petit peu de ma zone de confort. Et puis, ben, l'histoire se finit pas parce que j'ai déjà en tête ce que Joseph va vivre en 1944. Et puis, avec un ami auteur, nous sommes en train de préparer un polar à 4 mains où Joseph, mon personnage principal, rencontre le personnage principal de cet auteur et ils mènent ensemble une enquête autour de Lyon. ah bon. Ça se passe en 60. Donc, j'ai un peu de travail pour les mois à venir. Je vais rappeler qu'au Québec, les romans de Pascal sont disponibles dans le réseau des librairies indépendantes. Euh, alors, si ça vous a donné le goût de les lire, vous pouvez les commander soit à partir de libraire.ca, les récupérer dans votre librairie, ou aller les chercher directement à votre librairie indépendante. J'aimerais ça Et que je tu me parles serai un peu de ton environnement d'écriture. Comment tu fonctionnes? C'est quoi le moment idéal pour toi écrire? Est-ce que tu travailles avec un plan, des fiches techniques? C'est quoi ta façon de procéder? Alors l'environnement, bon, je le montre pas à tout le monde parce que c'est pas très rangé, mais c'est un petit bureau qui donne sur les champs et les bois dont je te parlais tout à l'heure. Deux écrans, un clavier et la première chose que je fais, c'est, bah, on est historien, on se refait pas, c'est une chronologie OK. des événements historiques qui m'intéressent sur la période. Alors, juin 1940, enfin 1943, tu vois, ça se fait sur 5 jours.
par exemple, c'est très très court. Donc j'essaie de voir exactement, à la suite de témoignages, de récits d'historiens, ce qui s'est passé, qui a vu qui, où était-il à tel endroit à ce moment-là. Et puis petit à petit, je crée mon intrigue, les relations entre les personnages, quel rôle peuvent-ils avoir, où habitent-ils. C'est très important pour moi de visualiser où ils peuvent habiter, comment ils peuvent se retrouver. Alors bon, maintenant, on n'a pas toujours forcément besoin d'aller très loin parce que il y a des, il y a des systèmes informatiques qui sont bien pratiques. Oui. Puis, beaucoup avec les anciennes photos, des cartes postales, etc., etc. Et puis, le moment, j'aime beaucoup travailler tôt le matin. J'aime bien, mais finalement, ça peut arriver aussi que tout d'un coup, tiens, voilà, j'ai une idée, et puis ça avance. Alors, tôt le matin, ça marche, mais quand je suis en pleine écriture, eh ben, évidemment, ça déborde sur la journée pour avancer un petit peu. Ouais, en moyenne, pour ces romans, ça t'a pris combien d'heures ou de jours, de semaines, je sais trop. Alors, c'est impossible à. Disons que, tu le disais tout à l'heure, Mort d'un sénateur a mis très longtemps à sortir parce que j'étais pas sûr que j'allais devenir romancier, parce que j'ai fait deux, trois petites choses extérieures, j'ai fait encore un travail aussi. J'ai aidé ma fille à refaire sa maison. Enfin bon, il y a eu quelques petites contraintes extérieures qui ont fait que j'étais pas libre. Mais je dirais que maintenant, en gros, il me faut 2 ans. Ouais. Tu vois, je pense qu'en 1 an et demi, 2 ans, maintenant, c'est à peu près la durée, bon, tout en sachant que je n'écris pas 8 heures par jour. Quand je Est-ce que suis tu te lancé, laisses, ça peut aller jusqu'à 4, mais ouais. Est-ce que tu te laisses influencer par les personnages eux-mêmes ou tu as déjà en tête l'idée, autrement dit, tu es un auteur où tu dis au personnage, c'est ça qui va se passer, ou parfois le personnage vient t'inspirer ah ta oui, idée que tu n'avais pas imaginée au départ. ah oui, ah Ouais. oui, oui, oui. Comme beaucoup d'auteurs d'ailleurs. Ben, je pense. je- bon, bien sûr, j'ai une trame par rapport au caractère du personnage ou à son histoire ou à son vécu, et je me dis bon, bah voilà. Et puis, ah mais tiens, s'il rencontrait un tel, et s'il rencontre un tel, il va agir différemment, Ah ouais. etc., etc. Donc Euh, voilà, bon, on parlait d'Albertine tout à l'heure. Je n'imaginais absolument pas ce qui allait lui arriver au début du roman. Ah, C'est petit à petit, c'est avec des choses qui apparaissent absolument évidentes à un moment. Et bah, par exemple, la fin du quatrième et de Jean Moulin, tu vois, je ne savais pas comment j'allais le terminer. Et puis j'ai ok. trouvé finalement que un voyage en famille au Québec, ça terminait très bien cette année 1964. Est-ce que ça te demande beaucoup de travail de révision ou est-ce que tu le fais chapitre par chapitre ou tu écris l'ensemble de l'œuvre et tu réajustes à la fin ou en cours d'écriture? Alors, globalement, à partir du moment où j'ai ma trame chronologique, j'essaie de faire chapitre par chapitre, mais il peut arriver aussi un petit peu pour me changer les idées, oui, pour me changer les idées, pour changer de style, je, je fais la trame d'un autre chapitre. Et puis après, je recolle un petit peu tout ça, en essayant de faire en sorte que ça marche bien. Mais disons que pour le dernier, parce qu'en plus la chronologie est très très raccourcie, je faisais chapitre par chapitre. OK. Alors, je vous incite à lire Trois premiers et le quatrième qui s'en vient, roman de Pascal Chabot. J'ai beaucoup aimé. On retrouve sur mon site d'avis de lecture les commentaires que j'ai publiés au gré de la réception de chacun des titres, y compris le manuscrit en attente de publication. Alors, D'accord. je t'avais demandé de choisir un extrait d'un de tes romans. Tu m'as proposé un extrait qui illustre un peu le lien qui peut exister entre un personnage qui apparaît à quelques reprises et le Québec. Tu connais un peu le Québec? Est-ce que tu es déjà venu au Québec? J'y suis venu 3 fois. Oui. Euh, dans ma jeunesse en 1978
Bon, on peut le dire quand même, grâce à Gilles Vigneault, que j'ai rencontré en France à des spectacles, mais pas au Québec. Et puis, j'ai une, j'ai une tendresse particulière pour votre pays. Et je voulais absolument y retourner en étant adulte. Et en tant que prof, je voulais faire un jumelage avec un lycée québécois. Et donc, en 2016-2017, je crois bien à peu près, j'ai réussi à contacter un collège québécois, le collège Saint-Maurice, à Saint-Hyacinthe. Et on a fait un échange. Donc, les élèves québécois sont venus chez nous pendant une semaine et nous, on est revenus au Québec. Alors, c'est au mois de janvier parce que pour moi, bon, enfin, tu connais, mon pays, c'est l'hiver et je Ouais. voulais qu'ils découvrent le Québec en hiver. En hiver. Et là, ils l'ont découvert parce que pendant la semaine où on y a été, il a fait -35 Super. et ça a été un moment extraordinaire. Alors là, euh, avec les professeurs chez qui j'étais, donc le week-end, tu sais, on était week-end libre, hein, les familles et nous, et on a traversé le Saint-Laurent sur un traversier, pris par les glaces, Mhm. avec je vais dire des icebergs, mais avec des plaques de glace absolument extraordinaires. C'est un souvenir inoubliable. J'avais la barbe qui gelait. On est sorti 5 minutes. Elle a été prise en quelques secondes. Ah, Ah ouais, c'était, tout à fait. c'était formidable. Donc, Ah, le Québec, je je pense qu'il faut connais. découvrir le Québec en hiver. Bon, c'est une grande partie de notre vie qui se déroule là, Ah, ben oui, en hiver. oui. L'été est très court, et l'hiver nous Ouais. paraît toujours trop long. Alors, je voudrais que tu nous expliques pourquoi tu as fait cet extrait et comment ça va se dérouler. Bah, donc, comme je disais, j'ai une tendresse particulière pour le Québec et je cherchais comment intégrer le Québec dans mes romans. Alors j'avais cherché quelques livres d'histoire. Alors j'avais vu que les Allemands avaient voulu s'installer sur l'île d'Anticosti euh, à une époque. Mais bon, je voyais pas bien comment envoyer Joseph jusqu'à Anticosti là-dessus. Donc j'ai cherché un petit peu et puis j'ai créé ce personnage d'Erwan Le Bihan parce que dans les années 20-30, les pêcheurs français allaient jusqu'à Terre-Neuve pour pêcher la morue. Mhm. Et voilà, petit à petit, j'ai créé son histoire, j'ai créé son personnage. Et on dit comment il s'appelle? Son, Oui, son nom, son, son- bien son sûr. nom de guerre. Donc Donc, Erwan Le Bihan revient en France ensuite et puis il participe à la résistance et il prend comme nom de guerre, il prend Jacques Cartier. Ça aussi, ça m'a paru évident. alors, on y va. Je t'écoute. On y va. Donc l'extrait qu'on va lire se passe à Lyon. Joseph vient de s'échapper d'un endroit où il était prisonnier, dans le sud de Lyon, un endroit qui était les entrepôts de la SNCF. En entrant dans le hangar, Joseph se trouva transporté dans un chapitre de la bête humaine de Zola. D'immenses locomotives fumaient, crachaient, sifflaient dans un vacarme assourdissant, amplifié par la hauteur du bâtiment. Des hommes noirs comme du charbon, qui semblaient minuscules à côté de ces engins terrifiants, s'agitaient en tous sens, mais dans une chorégraphie fluide et coordonnée. Des grues chargeaient le charbon dans les tenders. Lorsque les godets s'ouvraient, une éruption de poussière noire assombrissait la vue et rendait la respiration difficile. Joseph était fasciné par ce ballet et en oubliait presque pourquoi il était là, jusqu'à ce qu'une main de la taille d'un battoir à linge se pose sur son épaule. Il se retourna. Jacques Cartier, coiffé de son bonnet de marin, regardait lui aussi ces monstres mécaniques en souriant. Et maudite belle machine, pas vrai? Quel bon vent t'amène ici? C'est difficile d'en parler tout de suite. Disons que j'aimerais bien qu'on ne me trouve pas dans les parages. Je comprends, viens-t'en. On va trouver un coin tranquille.
Joseph suivit son guide, toujours fasciné par le spectacle des machines. Les roues de certaines étaient presque aussi hautes que lui. Cartier le conduisit dans une salle commune où deux hommes étaient en train de casser la croûte. Salut les amis, dit-il. Je vous présente Germain Leblanc. Il va travailler avec moi comme commis. Il arrive de Marseille. Je vais l'installer dans une chambre libre. Les deux hommes hochèrent la tête sans plus se préoccuper de Joseph. Derrière la pièce commune, un escalier desservait un couloir menant aux chambres utilisées par les chauffeurs et mécaniciens en attente de leur prochain voyage. Cartier ouvrit une porte. Installe-toi. Je vais chercher quelque chose à manger. Tu me raconteras. Et il y a des douches au fond du couloir. On dirait un cabillaud qui a pêché depuis 10 jours, qui a été pêché depuis 10 jours. Puis ses vêtements dans un placard. Tiens, ils sont un peu grands pour toi, mais au moins, ils sentent bon. Quelques minutes après, Cartier revint avec une tranche de pain de 2 centimètres d'épaisseur, recouverte d'une part de terrine de pâté comme Joseph n'en avait pas vu depuis longtemps. Il avait sous le bras un litre de rouge et portait deux verres qui avaient été transparents dans une autre vie. Où as-tu trouvé ça demanda Joseph, les yeux exorbités de gourmandise. Les mécaniciens sont classés T comme travailleurs de force. Donc, on a droit au pinard et à un bon supplément de viande. Même si on fait circuler un peu, même si on en fait circuler un peu plus avec nous, sur le charbon. Il s'assit sur la chaise face à Joseph, posa son trésor sur la table et sortit un couteau de sa poche. Il fit deux belles tartines et remplit les verres. Bon appétit. Ils trinquèrent. Joseph commençait à se détendre et raconta, des larmes dans la voix, ce qu'il avait fait à son ami et comment il s'était retrouvé enfermé dans un entrepôt de Lyon. Avec sa trogne de bon vivant, la couenne tannée par le soleil et les embruns, la présence de ce Jacques Cartier était rassurante et incitait à se confier. Comment un Canadien se retrouve-t-il aux entrepôts de la SNCF à Lyon interrogea Joseph. Cartier repoussa son bonnet d'un coup de pouce, ce qu'il fit ressembler à un lutin géant. Je suis pas tout à fait canadien, mais breton. Et mon vrai nom, c'est Erwan Le Bihan. À 10 ans, j'étais orphelin. Je vivais chez un oncle près de Saint-Malo, pour qui je représentais une bouche supplémentaire à nourrir. Quand je me suis engagé comme mousse, il m'a donné sa bénédiction et j'ai fait ma première traversée cette année-là. Sans savoir ce qui t'attendait. À 10 ans, quand t'es breton, t'as pas grand choix. La pêche, c'était l'aventure, le grand large, la camaraderie. Et au moins à bord, on mangeait à sa faim. On travaillait entre 18 et 20 heures par jour. Les mousses étaient les premiers levés et les derniers couchés. Et gare aux paresseux. Tu allais à la pêche, toi aussi? Le bilan partit d'un rire sonore. Ah. Oh non, les enfants ne pouvaient pas quitter le navire. Le travail commençait après un mois de navigation, à la voile, comme du temps de Jacques Cartier, le vrai. On mettait à l'eau des petites embarcations, des Doris. 2 hommes par Doris qui tendaient des lignes pour la nuit et qui les relevaient le matin. Ils partaient parfois plus de 6 heures, ramaient jusqu'au bateau, piquaient leur pêche, et c'est là que nous autres, à bord, on coupait, on vidait, on ouvrait, on salait dans la cale. 2 ans plus tard, mon navire a fait naufrage dans la nuit du 18 mars 1910 par 20 degrés en bas de zéro, le long de la côte nord du Canada. Une tempête avait brisé les mâts. Il n'y avait plus rien à faire. Les Doris ont été mis à l'eau. Ils ont été disloqués entre les vagues et la côte. J'ai pu m'accrocher à un baril de sel vide qui flottait pas loin, glacé, au moment où la tempête s'arrêtait comme par magie. Tu n'es pas mort de froid après le naufrage? Ah, j'ai été chanceux malgré tout. La tempête nous avait emportés loin de Terre-Neuve et j'ai été recueilli le matin, même du naufrage, par des pêcheurs de la côte nord du Québec. Ils m'ont tout de suite ramené à terre, m'ont donné des vêtements chauds. Ils étaient d'un petit village, Natashquan. Nata quoi? Natashquan, ça vient de l'indien montagnais, ça veut dire là où on chasse l'ours. Mais j'ai jamais vu d'ours par ici. Des loups, des castors, ça oui, mais des ours, j'en ai pas vu, pas en tout. Tu vivais comme les peaux rouges alors. Le rire de Le Bihan emplit à nouveau la petite pièce. Les peaux rouges sont pas sur la côte nord du Canada, mais plus bas. J'ai vécu avec un couple de descendants de colons français. Monsieur et Madame Vigneault. Ils avaient déjà 6 enfants et m'ont élevé comme si j'étais leur fils.
Elle faisait l'école du village et lui, la saison, il était inspecteur des pêcheries, peur. Il m'amenait avec son fils sur la rivière Mingue. Joseph était transporté à des lieux de Lyon et de la guerre. Il entendait des récits de Jack London, imaginait des chiens de traîneau se couchant en boule pour échapper à la neige. Je t'écouterai bien toute la nuit, mais faut que je regagne Clermont et surtout Vichy le plus vite possible. J'ai le pressentiment que l'assassin de Pétain va tenter quelque chose bientôt. Il faut que je prévienne Albertine. Et voilà. Merci beaucoup. Voilà. Ah, j'ai trouvé intéressant ta suggestion de jouer le rôle de Jacques Cartier avec Ah, un jamais accent je n'aurais québécois. osé, jamais je n'aurais osé parler québécois. Et maintenant, voilà, Jacques Cartier, grâce à toi, Jacques Cartier a une voix. Il y a une tradition dans quelques nuances d'auteur de polar, c'est de jouer un peu je dirais, à la loterie des côtés clairs et obscurs de la nature humaine. Alors, j'utilise un jeu de cartes. Dans ces cartes, il y a des cœurs, des piques, avec des expressions, des mots qui sont associés à chacune des cartes. Et je demande à mon invité de choisir une de ces cartes et de me dire qu'est-ce qu'il en pense. Alors, je vais passer tout simplement le doigt sur les cartes et tu me dis où arrêter Top. sur celle-ci. Alors, c'est un pic et c'est le 4 de pique avec comme expression conflit. Oh bah. Que t'inspire le mot conflit? Ah, alors, bah, par rapport à mes romans, le conflit mondial. Ouais. Bon. Mais aussi, je crois, intéressant, le conflit intérieur que peuvent se livrer les personnages dans un moment difficile. Qu'est-ce qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Quelle est la voie à choisir? Que doit-on décider? Ce qu'on va décider sera-t-il le bon choix? Est-ce qu'on risque pas de passer à côté? Est-ce qu'on risque pas de faire une erreur? Là, dans l'extrait qu'on vient de lire, euh, quelques pages avant, Joseph est pris dans un conflit absolument terrible parce qu'il est face à son ami qui a été torturé par la police française. Pas encore la Gestapo, mais par la police française. Et il doit faire un choix pour cet ami. Et là, il a un conflit terrible. Et dans l'extrait qu'on vient de lire, il sort du conflit. Donc je crois que on en est tous là, bien sûr. Mais là, cette période de la Seconde Guerre et de l'occupation, le conflit intime, personnel, est au cœur de la vie des personnages et des Français. Et voilà. C'est un bon choix de carte. Ah oui, Alors, je te remercie, Pascal, pour cet entretien très agréable qui permet de découvrir plusieurs nuances de toi comme auteur de polar. J'espère un jour pouvoir te rencontrer au Québec dans un voyage peut-être en été plutôt qu'en hiver, à ton ah, choix. j'ai bien aimé l'hiver quand même. Ouais. Et je suis très content aussi de te faire connaître. Donc, je te souhaite de bonnes inspirations pour la suite. Au plaisir de te relire. Merci beaucoup à toi, merci de ton accueil, merci en général aux Québécois de leur accueil parce que les gens de ce pays, ce sont gens de parole et on est toujours, on se sent toujours chez soi au Québec. En tout cas, on se sent bien accueilli et des fois même presque comme si on était attendu. Merci beaucoup et puis à très bientôt et je te l'avais écrit, je crois, si un jour tes pas te mènent en France, Pouillou t'attend.